vous le savez, le 20 mai, les Burundais iront donc aux urnes pour voter et pensent que c'est donc une mauvaise décision de Bujumbura d'expulser ses représentants de l'OMS alors qu'il faut respecter justement certaines règles pour éviter la propagation de la pandémie. Alors les Nations Unies n'ont pas, ils ne font que commencer à regretter. Parce que c'est le départ de la fin. C'est le départ de la fin parce que l'OMS est un service rattaché des Nations Unies en matière de santé. Tout comme les autres appendices en charge des droits de l'homme, en charge de ceci, en charge de la sécurité, en charge de la justice et parati parata, qui sont là à faire exactement tout sauf ce qui doit être centré sur l'homme. Alors, l'élection qui se produit à Bujumbura, mais je veux dire au Burundi, dans quelques jours, est une élection qui a été préparée. Mais elle a été préparée par un leader qui sait très bien quelles sont les secousses qui ont bousculé justement la tranquillité de ce territoire depuis le 26 juin 1962 où ils ont abouti à cette indépendance-là. Donc, ça a été contrôlé pendant longtemps avec ces gens-là et où il y a eu des morts à gauche et à droite et je ne le répéterai jamais assez, l'instrumentalisation des irrédentismes ethnico-tribaux à travers les Hutus et les Tutsis parce qu'ils ont choisi un camp. Le camp de la minorité qui doit gérer la majorité. C'est ça qui fait que des milliers de morts sont partis sur le Burundi. En 72, le désordre. En 1993, avec l'élection de Melchior Dadaï, le premier Hutu à avoir abouti justement à la tête du Burundi, il a été assassiné 2 mois plus tard. Pour ramener Major Pierre Buyoya, qui lui était Tutsi. Et il faut le ramener au pouvoir. Donc, lorsque monsieur Melchior Dadaï a essayé de régler cette affaire, parce que je suis en train de dire ça parce que vous allez voir, c'est la même logique qui a été empruntée par le président Nkurunziza. Donc, il a voulu régler ce problème de confrontation inutile entre les peuples qui sont frères. On l'a éliminé, puisqu'il a nommé Sylvie Kinigi Premier ministre. Elle était Tutsi, pour essayer justement symboliquement de porter cette affaire et de réconcilier le peuple burundais. On ne voulait pas que ce genre de choses se passe. Il fallait que les Hutus, les Tutsis reviennent au pouvoir. Alors, Cyprien Taryamira est arrivé. Il y a eu ce bombardement de l'avion le 6 avril 1994 en Kigali, qui avait à son sein Juvenal Abiyarimana. Et lui, Cyprien Taryamira, il est parti. C'était, ça leur a permis justement d'orchestrer le retour de Pierre Buyoya au pouvoir. Et donc, lorsque les Hutus donc se braquent et disent donc cette fois-ci vous allez nous tuer tous, c'est là où les milliers de morts commencent à tomber. Et comme ça commence à tomber, on engage dans des négociations avec le président Julius Nyerere, président tanzanien qui malheureusement doit s'évaporer parce qu'il perd la vie en 1999 avant que le président Mandela ne prenne le relais pour nous amener sur les accords d'Arusha en 2000 et qui ont été implémentés dans le quinquennat qui suivait, là de manière conjoncturelle parce qu'il fallait mettre une assemblée conjoncturelle qui allait déposer à la tête du Burundi quelqu'un qui allait être élu justement de manière conjoncturelle et lui, il devait donc se charger de mettre en place la batterie institutionnelle de 2005 à 2010. Alors, en 2010, lorsque tout est mis en place, c'est-à-dire qu'il y a une orthodoxie institutionnelle déjà établie, le premier mandat s'enclenche avec Nkurunziza. 2015, les gars disent stop, c'est ici plutôt que ça s'arrête. Mais attendez, c'est eux, les Nations Unies. On a un chaos, plus de 1200 morts sur le Burundi. Manuel Asike. Alors, 1200 morts. En 2018, Père Nkurunziza décide de modifier la constitution, de mettre en place des ingrédients dans cette constitution-là qui allait permettre justement d'éviter la permissivité de ce banditisme international sur le Burundi. Beaucoup avaient cru qu'il voulait même se présenter en 2020. Eh bien, il les a fait mentir parce que il y a le général Daché qui lui va porter justement la candidature du CNDD-CDD. Alors, il a mis tout en place pour éviter qu'il y ait encore une confrontation comme cela fut le cas pendant une 60aine d'années avec ces gens-là jusqu'à ils prennent le pouvoir. Eh bien, ça va tout droit en dépassage avec l'idée onusienne, OMSienne, de la façon dont les choses doivent se passer au Burundi. Alors, ils ont donc fait ce que vous avez indiqué. Raconter. Eux, ils sont là pour la santé ou bien ils sont là pour la politique?
pour dire que les élections qui se préparent ne vont pas être crédibles, un peu comme Crisis Group International, des choses comme ça, qui ont aussi balancé une chose comme ça il y a 48 heures. Je crois que ceux-là, ils vont être arrêtés et mis en prison à Bitega, là-bas, parce que c'est pas leur rôle. Et justement, Kourouz, ils avaient indiqué il y a une semaine que si les Nations Unies s'écartent de la mission qui est la leur, eh bien, ils vont plier bagage dans les plus brefs délais. Alors, c'est comme ça que réagit un chef d'État. Parce que le Burundi est souverain. Et je répète pour les plus jeunes générations que la souveraineté, c'est l'auto-administration d'un peuple par lui-même en considération de ses seuls intérêts. C'est l'absence de contraintes dans les décisions politiques qui doivent être prises. Alors, ils se sont évaporés aujourd'hui même. On leur a donné 72 heures, ils ont compris ce que c'est qu'un chef d'État. C'est comme ça que Kabila avait fait avec l'Union européenne là-bas, lorsque l'élection se préparait. Parce que lorsque eux, ils organisent les élections, il n'y a pas d'observateur africain. Je n'ai jamais entendu qu'un seul observateur, peut-être je n'étais pas encore né, qu'un observateur africain est allé superviser ou observer les élections en France, les élections en Belgique, je ne sais pas quel autre pays occidental, mais eux, c'est leur chantier ici. Je ne sais pas pourquoi. Et comme ils ont dans l'appendice dans cette direction la part de l'Union africaine qui les représente ici à travers des conneries comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui parle de tout sauf de protéger les peuples. Gbagbo et Blé Goudé sont aujourd'hui à la haie. Cette commission-là n'a jamais rien fait parce que l'Union africaine est perfusée financièrement en concurrence de 60% par l'Union européenne. Donc ils sont totalement inhibés dans la moindre prise de décision pour défendre les peuples. Donc Nkurunziza a pris la décision. Et tous les chefs d'État doivent s'en inspirer. Une nation ne se construit sur sa base référentielle historique que sur des modèles. Le Burundi a trouvé son modèle et l'Afrique avec. Madagascar a trouvé le modèle, l'Afrique avec. Ce sont des chantiers lourds. Et Obiang Gebalo avait déjà posé les balises en posant des actes clairs. Et les actes clairs, vous vous en souvenez, Manuela? C'est-à-dire qu'on vous dit que la Coupe d'Afrique, qui est le patrimoine africain, le Maroc sursoit à recevoir cette histoire-là en signalant qu'il fallait aller sous-traiter cette chose-là au niveau de l'Arabie Saoudite. Obiang Gebalo a été outré. Il dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Maroc avait peur d'Ebola. Alors, Obiang Gebalo a récupéré ça, c'est le patrimoine africain. Il a organisé, nous étions à Malabo, Manuela. Pendant toute la compétition, il n'y a pas eu un seul cas d'Ebola. Alors, la Coupe d'Afrique a été sauvée, notamment en termes de réceptacle pour l'organisation. Obiang Gebalo a sorti 11 milliards pour le CISA, pour donner à l'Union africaine. Parce que le gros problème que nous avons ici, c'est l'information. Nous avons l'information qui doit être compactée en renseignements afin justement d'avoir les éléments centraux sur le plan stratégique et sur le plan des opérations militaires et sécuritaires. Ça manquait à l'Afrique. Obiang Gebalo lui-même, il a failli justement disparaître du pouvoir en 2004. Heureusement que les services de renseignement zimbabwéens étaient puissants à l'époque, qui ont happé Simon Man et tous les bandits de Severino Moto et tout ça là, en Afrique, au Zimbabwe. Ils avaient eu la malencontreuse idée de faire une escale là-bas. On les a happés et puis ils ont évaporé cette histoire. Donc il fallait absolument faire tout pour avoir un élément instrument d'information, pour que l'Union africaine puisse se comporter normalement. Mais maintenant, qu'est-ce que l'Union africaine va en faire? Puisque le patron, la Commission de l'Union africaine, c'est le patron d'un secrétariat qui doit appliquer les décisions prises par 54 chefs d'État. Donc, pratiquement, 70% sont à la solde de l'Union européenne. Alors, donc, Nkurunziza vient de prendre la décision, Rajolina a pris la décision. Nous n'avons pas d'autres références là maintenant. Obiang Gebalo nous a déjà montré les balises et tout le monde va lui emboîter le pas. Parce que aujourd'hui, le panafricanisme commence à habiter les chefs d'État africains. Et il manque seulement le dernier déclic qui est ôte la petite peur qui reste encore là. Parce que j'indique à ces chefs d'État que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Alors ce qui est craint, c'est le dispositif du banditisme planétaire. C'est ça que Rajolina, c'est ça que Nkurunziza vient de défier, parce que l'arme la plus redoutable de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. L'adversaire n'est grand qu'avant le combat. Merci à vous, Patrick Sapa.